Bonjour à tous, tous ceux qui sont déjà connectés. Donc je suis avec Laetitia et Théodore. Voilà, bienvenue. On est Bonjour. encore un petit on est encore un petit peu en avance, donc on va tranquillement attendre les nouveaux, les futurs arrivants. Voilà, donc vous êtes déjà à plus de 15, et donc ça continue à arriver. Vous êtes ponctuels. Merci. Le sujet vous intéresse, c'est top. Donc pour ceux que l'on accueille pour la première fois, c'est un ça fait partie d'un certain nombre de webinars que l'on fait régulièrement avec l'objectif sur des sujets et avec des personnes sympas d'essayer de zester vos organisations, vos entreprises en vous apportant voilà quelques retours d'expérience, quelques idées, quelques bonnes pratiques qui devraient être inspirantes, voilà, y compris dans des situations compliquées. Et notre credo, c'est bien entendu de pouvoir nous mettre à disposition quelque part de ces belles aventures humaines que sont les organisations et les entreprises. Voilà, je suis David Yocho, je suis directeur général de ZestMeUp et je suis un peu activiste depuis pas mal de temps sur ces sujets-là. Voilà, ce qui explique mon côté poivre et sel certainement. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas forcément Zest, je vais peut-être vous présenter rapidement qui nous sommes. On a comme métier de développer une solution digitale qui accompagne justement ces organisations pour les aider à mettre en dynamique de succès à la fois les équipes et puis bien entendu le business, puisque et encore heureux, les organisations ne dépendent pas que de robots ou d'algorithmes, et donc ce sont vraiment les humains qui composent les organisations qui font le succès du business en première ligne, en deuxième ligne, en troisième ligne, peu importe. Et voilà, on aide à travers une suite qui va, on va le voir un peu à l'œuvre là tout à l'heure, aide notamment à écouter les collaborateurs pour à éclairer le management de ces organisations. Nous sommes 25, on a 120 clients de différents secteurs, différentes organisations et différentes tailles. Et donc, on a le plaisir, effectivement, dans cette série de webinars centrés sur les retours d'expérience de nos clients, hein, qui sont, on va dire, des pionniers de des approches d'utilisation du digital pour faire bouger les lignes du management des organisations et de les rendre plus épanouissantes pour les collaborateurs et donc plus performantes aussi en termes de business. Et donc, j'ai le grand plaisir après avoir accueilli EDF depuis septembre, Oresis, et le 3 décembre, on accueillera Decathlon, d'accueillir CL. Alors CL, c'est pas un nom que vous connaissez a priori, et pourtant, je suis sûr que vous allez très très vite comprendre qui se cache derrière, puisque voilà, derrière CL se cache Chantel Lingerie, elle va nous en parler. Hein, puisque Laetitia Dufour, responsable du développement RH Group, est notre grand témoin de ce webinar où on va parler de transformation de la culture d'entreprise grâce à l'écoute des collaborateurs. Alors, comme je le disais un peu dans le chat, la culture d'entreprise, pour moi, c'est un sujet vraiment très intéressant parce que c'est souvent un sujet qu'on a l'impression que c'est pas le bon moment d'en parler, surtout dans cette situation à confinement, reconfinement, déconfinement répété et de situations difficiles. Pour autant, ce qu'on a pu constater dans les entreprises, c'est que selon la culture de l'entreprise, eh bien la résilience, la capacité à engager les collaborateurs dans cette situation un peu de tempête et d'incertitude, eh ben faisait la différence. Et donc c'est des sujets qui font la différence dans ces moments, mais qui ne se préparent pas aussi rapidement qu'un plan de continuité d'activité après un confinement. Donc il faut vraiment pouvoir aborder ces sujets-là, et on a le plaisir d'accueillir Laetitia qui va nous parler de cette expérience très intéressante du groupe Chantel Lingerie. Bonjour Laetitia. Bonjour, bonjour à tous. Alors Laetitia, rapidement, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Donc, je suis responsable développement RH du groupe Chantel Lingerie depuis un peu plus de 3 ans. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler de l'entreprise, de notre process de transformation de la culture d'entreprise et de tout ce qu'on a mis en place justement pour développer la culture du feedback et améliorer l'expérience collaborateur.
Génial, je suis très content de t'avoir avec nous, Laetitia. En plus, tu es une cliente un peu historique de ZES, donc et tu nous as beaucoup aidé à faire grandir nos équipes et notre solution. Donc merci pour ça et ton témoignage va être très éclairant. Et on a le plaisir de t'accompagner avec Théodore Roubache. Théodore, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui, bien sûr. Bonjour à tous, donc Théodore Roubac. Moi, je suis cofondateur de la société NeoMoon avec mes deux acolytes Julien Moulin et Thomas Levigoureux. Et on est spécialisé dans le coaching et le conseil en transformation du leadership. Et dans la plupart de nos missions, on intervient sur de la transformation de culture et plus spécifiquement de culture managériale à l'échelle de l'entreprise. Donc, c'est un sujet qui nous passionne et me passionne personnellement, sur lequel je serais ravi d'apporter mon regard. Et puis, on se connaît bien avec Laetitia et David, puisqu'on a pas mal collaboré ces dernières années dans différents contextes. Donc, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Bah écoute, ravi de t'accueillir et un peu de co-animer et puis de te poser quelques questions. Ton regard va être très intéressant et complémentaire de celui de Laetitia, donc c'est top. Alors justement, il y avait il y a ce changement d'un peu dans le logo. On sent qu'il y a une transformation en cours, Laetitia. Hein. Et le logo l'exprime, je pense. Est-ce que tu peux, pour tout le monde déjà, nous présenter un petit peu qui est le groupe Chantel Lingerie et qui va donc évoluer vers CL. Oui, donc Chantel Lingerie, le groupe Chantel, c'est un groupe familial français qui a été créé en 1876 par la famille Kretz. C'est un groupe qui se passe de père en fils depuis plus de 6 générations et nous sommes spécialisés dans la création de lingerie et plus spécifiquement la création de lingerie haut de gamme avec un contexte très international puisque 50% de notre chiffre d'affaires est fait à l'international. Donc, nous créons nos marques de lingerie. Donc, nous avons aujourd'hui 6 marques dans le groupe. La marque Chantel, la marque Passionata, la marque Chantal Thomas, la marque Fémilette, la marque Livera et la marque Darjeeling. Et en fait, chaque marque raconte vraiment une histoire à la cliente. Et nous avons des boutiques qui fonctionnent vraiment comme des espèces de studios sur lesquels nous conseillons au mieux les clients, justement, qui sont intéressés par nos produits. Donc aujourd'hui, Chantel Lingerie, c'est une entreprise avec environ 5000 collaborateurs dans le monde. Nous sommes vraiment sur toute la chaîne de production. Donc ça va de la création du produit. Donc par exemple, dans nos locaux, nous avons des stylistes qui développent des produits. Nous développons 2 collections par an pour chacune de nos marques. Ensuite, nous produisons justement ces propres produits. Donc, nous avons nos propres sites de production. Nous avons également nos usines à l'international qui sont nos usines à nous. Ça nous permet de produire environ 15 millions de pièces par an. Donc, par pièce, on parle de corsetterie, de soutien-gorge, de culottes, de collants, etc. Et enfin, bien sûr, nous vendons nos produits. Donc, nous avons 3 canaux de distribution principaux. Le retail. Donc, nous avons des boutiques, notamment en France. C'est les boutiques d'Argeling. C'est aussi les boutiques Orcanta et les boutiques CL Studio. Nous vendons également en wholesale. Donc, vous allez également retrouver nos offres, par exemple, dans les grands magasins, que ce soit en France ou à l'international. Et enfin, bien sûr, nous avons l'activité e-commerce avec la vente qui se fait sur Internet. Donc, un secteur plutôt lié à l'industrie textile, mais avec une diversité et une pluralité de nos métiers. Et effectivement, une entreprise qui a une vraie identité au travers de ses marques et une forte identité interne, puisque tu parlais de cette identité familiale, hein, qui voilà, souvent on distingue des organisations qui sont plutôt capitalistiques, cotées en bourse, voilà, et avec des investisseurs financiers, et puis celles qui ont une histoire familiale, un capitalisme plutôt familial. Je crois que c'est un des éléments qui a concouru à travailler sur cette culture d'entreprise, à éventuellement la faire évoluer en plus du business et de la stratégie. Totalement. Donc effectivement, nous sommes un groupe privé, comme je disais, on se passe la main, on va dire, de père en fils. Et depuis 2018, on est un peu sur un système de cohabitation entre notre PDG actuel, Patrice Kretz, et son fils, Guillaume Kretz, qui fait partie du COMEX, qui est le DG actuel. Et on est un peu sur une transition entre ces 2 générations qui cohabitent très bien et donc qui embarquent les collaborateurs pour transformer l'entreprise tout en gardant justement l'histoire de l'entreprise et son côté traditionnel,
auquel on allie justement toute cette partie innovation et nouvelle génération. Ce qui nous a amené en 2018 à revoir les valeurs de l'entreprise et à transformer totalement la culture du groupe Chantel. Donc, nous avons justement de nouvelles valeurs qui ont été définies. Donc, 4 valeurs. Nous sommes autonomes et responsables. Nous sommes résolument collaboratifs. Nous sommes totalement transparents et bien sûr, nous sommes passionnés et guidés par nos clientes. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler un peu de ce qu'on a mis en place à travers la définition de ces nouvelles valeurs et en particulier de la valeur transparence qui a été le moteur justement de tous les changements de nos processus liés à la culture du feedback. Ok, merci Laetitia pour cette première intervention. Donc là, il y a pour moi un premier constat qui est intéressant, c'est qu'on voit que la culture qui peut sembler parfois un peu philosophique et très orientée RH a un lien direct avec le style de management et le business. Par exemple, on connaît tous des cultures d'entreprise fortes qui vont impacter directement l'expérience perçue par les clients comme Netflix, Apple pour le côté plutôt produit ou dans votre registre, le slip français qui dans la manière de communiquer va directement infuser la culture. Donc, d'un point de vue produit ou d'un point de vue communication aux relations clients, la culture a un impact direct. Et toi, j'imagine, Laetitia, au niveau du groupe et de ses nouvelles valeurs, ça a nécessité une adaptation de la posture managériale. Alors, bien sûr, totalement, puisque comme tu le disais, Théo, la culture, c'est pas juste des mots, c'est pas juste afficher des valeurs. Il faut faire vivre ces valeurs et c'est comme ça, justement, qu'on transforme la culture d'entreprise. Et l'un des acteurs clés dans ce changement, c'est bien sûr le manager. Donc, en redéfinissant nos valeurs, ça a un impact considérable sur le rôle du manager et sur ses pratiques. D'ailleurs, là, tu nous as concocté une espèce de grand processus. Tu l'as d'ailleurs évoqué tout à l'heure en disant que c'est un processus de transformation, et on voit que les nouvelles valeurs sont peut-être un peu le déclencheur. C'est-à-dire qu'il y a un effet domino et il y a un effet aussi d'amélioration continue qu'on va discuter ensemble. Et ça, c'est vraiment intéressant. Alors, comment justement tu positionnes le rôle du manager si tu continues sur cette lancée dans ce grand processus, en fait? Ouais. Alors, justement, par rapport aux valeurs, elles s'expriment en comportement. Les valeurs, c'est vraiment la définition de ce qu'on veut mettre en place. C'est un but à atteindre, mais pour cela, il faut définir des comportements et notamment des pratiques managériales. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que voilà, au sein du groupe Chantel, il y a une grosse fidélisation du collaborateur. On a par exemple en termes d'ancienneté, l'ancienneté moyenne est d'environ de 18 ans. Donc nos collaborateurs sont fidèles parce qu'ils sont attachés au groupe et ils sont attachés à ce qu'ils font. On a beaucoup de managers qui sont des experts métiers qui ont évolué justement sur des rôles de manager. Et aujourd'hui, avec ces nouvelles valeurs, on s'est rendu compte de l'importance, au-delà de l'expertise, d'avoir des managers qui sont vraiment dans un rôle de manager coach, de manager développeur, pour embarquer justement les équipes sur ces nouvelles valeurs. Donc, même si les nouvelles valeurs ont été définies au niveau du COMEX, ensuite, ça a été tout un travail avec les managers justement pour transformer ça concrètement en pratique managériale. Alors, il y a une question pour rebondir d'Emmanuel sur la valeur transparence. Et c'est vrai que c'est peut-être une des valeurs les plus les plus courageuses, on peut dire ça comme ça, qui est très impliquante, qu'on voit pas forcément dans toutes les organisations, en tout cas fortement mise en œuvre et fortement mise en avant. Est-ce que tu peux illustrer un petit peu plus comment ça se matérialise? Alors, la valeur transparence, c'est vrai que c'est une valeur qui fait beaucoup parler, notamment en interne. Être transparent, ça ne veut pas dire donner toutes les informations à tout le monde. Être transparent, ça veut dire déjà faire preuve d'honnêteté. Par exemple, dans la relation entre manager et son collaborateur, c'est pouvoir se faire du feedback, que ce soit le manager qui fait du feedback à son collaborateur, mais surtout le collaborateur qui peut faire du feedback à son manager. C'est le fait de pouvoir aussi dire quand on ne sait pas, quand on n'a pas les informations, reconnaître aussi, par exemple, ses points forts, mais également ses axes d'amélioration. C'est également partager de façon transverse entre directions, entre niveaux hiérarchiques,
C'est partager également les informations business de l'entreprise à tous les collaborateurs du siège, puisque on a un groupe familial, donc on agit pour le bien de l'entreprise. On est tous concernés par ces résultats. Et pour comprendre justement l'implication de chacun dans la stratégie de l'entreprise, il faut bien comprendre cette stratégie et les résultats qui en découlent. Donc, c'est tout ce qu'on entend par transparence. Et par exemple, de façon plus concrète sur la pratique du feedback, notre choix a été dans tout ce qu'on a mis en place en termes d'audit de pratiques managériales, en termes de sondage, en termes de mesures d'engagement, de le faire de façon publique. C'est-à-dire que sur tous nos sondages, nous n'avons pas choisi l'anonymat. Donc, quand le collaborateur répond, le manager sait qui a répondu quoi, la RH aussi sait qui a répondu quoi. Et ça, alors ça, c'est typiquement une espèce de totem qui définit assez fortement les organisations et je trouve qu'elle matérialise parfaitement cette valeur, on va dire, elle la met vraiment en action puisque la pratique la plus commune, bien entendu, surtout classique, c'est l'anonymat, voilà, où on a plutôt une vision statisticienne, on va dire, des résultats d'une enquête, par exemple employeur, enfin sur la satisfaction des collaborateurs. Plutôt que, et donc quelque part ça va être une démarche statisticienne aussi d'action. Là, vous êtes aussi dans ce dialogue que tu évoquais, qui était aussi autour de la collaboration, au-dessus de ces valeurs. C'est une chaîne en fait. Ces valeurs ne sont pas indépendantes les unes des autres, elles s'enrichissent, elles se nourrissent les unes des autres. Et la transparence vous aide à justement à mettre en œuvre les autres valeurs que tu as mentionnées, que je vais rappeler, que je vais représenter peut-être pour que on s'en souvienne, parce qu'on y a été peut-être assez vite. Oups, pas là. J'ai un petit problème de souris, j'ai l'impression. Elle fait à l'envers, en fait. Je suis en train de découvrir que, ouais, voilà, c'est ça. Et c'est bien ça. Elle fait à l'envers, l'inverse de ce que je veux qu'elle fasse. Ok, donc c'est bon à savoir. Et donc il y a autonome et responsable, il y avait résolument collaboratif, et il y avait passionné et guidé par vos clients. Donc ce qui est clair que on le voit, la transparence et le non-anonymat dans le sondage vous permet de pouvoir être autonome, responsabilisé quelque part, et puis collaboratif pour mener des actions. Et ça, on va le voir que ça fait partie vraiment de votre dynamique, de votre process. Voilà. Totalement. Est-ce que justement tu as parlé de que c'était notamment tu as parlé du siège à un moment donné, tu avais du comité de direction, du siège. C'est vrai que dans ce genre de démarche, souvent ça va du comité de direction très vite à l'ensemble des collaborateurs. Là, visiblement, il y a eu une espèce de phase d'appropriation, d'action, de mise un peu en responsabilité du siège lui-même, de l'ensemble des équipes du siège. On a pris le parti pris de commencer un pilote directement au niveau du siège social de Cachan et d'inclure directement également les membres du COMEX. Donc, quand je parle de pratique managériale, ça va jusqu'au PDG. Donc, concrètement, les membres du COMEX ont eu justement à répondre à un sondage sur les pratiques managériales de leur PDG. Et ces réponses, on les a partagées également avec les autres directions de la même façon qu'on partageait les réponses des autres directions. Donc, on a vraiment pris ce parti pris de commencer par le siège, déjà pour impliquer tout le monde à tous les niveaux, pour avoir également un retour d'expérience et pour co-construire avec les managers, les collaborateurs, le COMEX, ce que serait ensuite ce processus de façon plus pérenne. Pour après pouvoir le déployer notamment sur nos réseaux retail et wholesale en France et également sur nos établissements logistiques. Est-ce que tu peux peut-être nous présenter un peu dans l'ensemble du process rapidement, pour comme ça on en fait un peu un tour et puis on approfondira notamment avec Théo. Oui. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé par lancer un sondage donc dans la plateforme Zest, un sondage sur les pratiques managériales. Donc chaque collaborateur devait évaluer son manager autour de 16 points différents. Donc ça va de la communication en passant par la collaboration, le soutien, le support, le fait de pouvoir fixer des objectifs clairs, etc. On a eu un très beau taux de participation. On a eu 80% de taux de participation. Donc, je précise encore une fois que ce sondage était public.
Tout le monde a joué le jeu puisque dans les réponses, on voit très bien que les gens ont fait preuve de transparence puisque quand on fait confiance à ses collaborateurs, cette confiance, elle est rendue justement. Donc ça a été le premier point de départ, ce sondage sur les pratiques managériales. Bien sûr, il a fallu par la suite accompagner les managers, déjà pour recevoir du feedback, puisque dans la plateforme, les managers ont accès directement aux résultats de leurs équipes. Donc, il fallait justement les accompagner pour la réception du feedback, que ce feedback soit positif ou constructif. On les a accompagnés également pour la restitution des résultats et pour le brainstorming sur des plans d'action qui se fera en équipe. Donc, on leur a vraiment donné clé en main une boîte à outils qui leur permettait justement de faire vivre ce processus. Il y a aussi bien sûr eu un accompagnement de proximité par les équipes RH opérationnelles et tout au long, et ça continue encore aujourd'hui, on a également déployé des parcours de formation managériaux plus largement pour accompagner justement ces managers sur une position de manager coach. Bon. Et ce que je dis pour les managers est valable également pour les collaborateurs, puisqu'on a aussi beaucoup communiqué et sensibilisé les collaborateurs à la culture du feedback. C'est vraiment intéressant ce que tu dis, c'est que la création d'une nouvelle culture n'est pas que de l'affichage, c'est vraiment de la mise en œuvre, et c'est pas débrouillez-vous, c'est aussi un accompagnement et une responsabilisation à tout bout de la chaîne, mais c'est un accompagnement, c'est-à-dire que vous avez trop. Et d'ailleurs, Théodore, de ton côté, toi juste pour justement un peu avoir une vision plus transversale, est-ce que tu vois des pratiques comme ça où justement le manager est positionné comme un peu le pivot, on en parle de posture de manager coach. Est-ce que tu vois ce genre de transformation, de revalorisation quelque part de ce rôle de manager dans sa propre transformation dans d'autres organisations? Oui, bien sûr. Je pense que la question que tu poses aussi d'une certaine manière, c'est comment on peut l'activer, cette nouvelle posture managériale. Alors on peut l'appeler manager coach. D'ailleurs, je pense que ce serait intéressant de revenir juste sur cette notion-là. Il est souvent appelé le développeur de talent. Il y a plein de dénominations. Ça a fait ses preuves et donc c'est une des raisons pour lesquelles on en parle aujourd'hui. Mais dans le contexte actuel, moi, je pense vraiment que ce rôle ne suffit plus et on peut tout à fait être manager coach, paternaliste et un peu top-down. Et dans le contexte Chantel, ce que j'entends dans ce que tu dis, Laetitia, c'est qu'on parle finalement d'une posture qui est beaucoup plus moderne et assez humble, de manager qui est coach, mais coaché aussi d'une certaine manière par ses employés, et qui s'appuie sur l'ouverture, la capacité à utiliser l'intelligence collective pour faire évoluer son propre développement au service du bien commun. Et nous, c'est ce qu'on a appelé le néo-leadership chez NeoMoon, qui revêt plein de facettes que je décrirai pas aujourd'hui, mais notamment une facette qui est l'exemplarité. Et l'exemplarité, c'est un des pivots au niveau du management pour ancrer ces nouvelles postures. Donc, au risque de paraphraser quelques phases clés que Laetitia a pu expérimenter ou que Chantal a pu expérimenter dans sa transformation de culture, il y a déjà une première étape qui est la libération de la parole et en fait impliquer les collaborateurs pour évaluer la maturité de la culture managériale et donner envie aux dirigeants de changer. Je ne crois pas qu'on puisse implémenter une nouvelle posture managériale au sein d'une organisation sans que les dirigeants aient envie de le faire. Et donc, après, ça va être de pouvoir le démontrer à leur niveau dans les choix de méthodes, que ce soit du Pulse, des outils de concertation à grande échelle, ou juste tout simplement le fait d'impliquer les managers et collaborateurs dans le co-designing de ce que c'est qu'être néo-leader ou la nouvelle posture de manager qu'ils ont envie d'impulser dans l'organisation. Donc typiquement, pour citer un exemple que moi j'ai vécu dans une des organisations que j'accompagne, que vous connaissez bien tous les deux, David et Laetitia, on a posé la question en fait aux collaborateurs sur ce qu'ils attendaient de leur manager pour améliorer leur expérience dans le travail à distance.
Typiquement, là, ça vient concrétiser ce qui est attendu. Et une des premières choses qui est ressortie, c'est que mon manager soit exemplaire. Et si on est dans un mode hybride où on attend de nous qu'on vienne un certain nombre de jours au bureau ou qu'on soit un certain nombre de jours à distance, et que le manager fasse exactement la même chose pour qu'on ait une espèce d'équité entre le travail à distance et le travail sur site. Donc, c'est typiquement comme ça qu'on vient en créer un changement. Et puis, après, créer une communauté de partage entre managers pour que eux soient responsabilisés, que ce soit pas une espèce d'injonction qu'il faut être manager coach ou il faut devenir comme ça, mais que eux puissent être mis au travail d'une certaine manière, eux ou elles d'ailleurs, pour que eux puissent expérimenter et en parler le mieux possible et être habités entre guillemets par cette nouvelle posture. Dans ce que tu as dit, et ce que Laetitia avait indiqué, c'est effectivement il y a ce côté feedback qui est un peu ce moteur un petit peu où chacun s'aide, on va dire, à s'améliorer avec une posture humble. Je crois que tu as parlé de ce terme-là et c'est très très intéressant, qui est pas toujours dans le classique rapport entre guillemets hiérarchie. Et c'est un point important. Laetitia, est-ce que justement ce point-là a été facilité? Est-ce que tu vois des choses qui ont évolué en fait, puisque je pense que c'était une transformation, même s'il y avait déjà peut-être des ingrédients de cet ADN culturel, c'était certainement pas aussi systématisé dans l'organisation. Est-ce que tu as trouvé il y a eu certainement des réactions très frileuses au début, voire un peu hostiles, voire très enthousiastes, et il y a eu certainement un cheminement personnel en fonction des résultats d'abord qu'on recevait, comme tu l'as dit, et puis bien entendu de qui on était. Bien sûr. Alors déjà, comme pas mal de changements et de processus, c'est des choses qui s'accompagnent et qu'on fait évoluer dans le temps. C'est important de prendre en compte l'accompagnement au changement, mais également la courbe du changement, les différentes étapes qu'on peut trouver justement dans un changement, et aussi d'être dans un processus d'amélioration continue. Donc, de faire des fois des allers-retours. On va mettre en place des choses. On va demander également aux collaborateurs et aux managers de nous faire du feedback sur ce qui a été mis en place. Donc, c'est vraiment une co-construction. On va également prendre en compte justement les différentes étapes par lesquelles les managers ou les collaborateurs peuvent passer. Donc, comme tu le disais, David, bien sûr, au début, en fait, on a eu tout type de sentiments face à la mise en place de ce processus. Les collaborateurs, en particulier les collaborateurs non managers, étaient hyper enthousiastes parce que ils sont toujours très contents quand on leur donne la parole directement. Voilà. Là où on a pu avoir quelques questions, c'était pas sur le fait de répondre, ni même sur le fait d'être public. C'est plus nous, équipe RH, on avait quelques appréhensions à lancer le sondage en public, mais en fait, on s'est rendu compte qu'au final, c'était plus une peur ou un frein. Et une fois que c'était fait, on s'est rendu compte que non, les collaborateurs ont vraiment joué le jeu et ont été transparents. Après, c'est plus les managers qui étaient, en fonction des managers, un peu frileux parce que on avait historiquement eu l'habitude de faire un peu des grosses enquêtes d'engagement tous les 2 ans, mais là, c'était quelque chose d'un peu plus direct, où on posait des questions directement sur les pratiques du manager. En plus, avec l'outil Zest, ça fait que le manager est acteur directement de ce processus. Il reçoit les résultats au fil de l'eau. Il voit directement comment ça évolue. Il voit les réponses, donc il est beaucoup plus impliqué. Et après, le plus gros challenge, c'était surtout qu'est-ce qu'on en fait? Une fois qu'on a ces résultats, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, ça passe déjà par du partage des résultats de façon collective, donc au niveau de l'entreprise. Et après, ça passe aussi, bien sûr, par du partage du résultat en équipe. Donc, chaque manager fait des points d'équipe avec ses N-1. Et ça peut aller même jusqu'au partage individuel, puisque là, on est vraiment sur des situations où il peut y avoir des tendances au niveau de l'équipe, mais il y a également des cas qui sont plus vus au cas par cas. Théo, est-ce que tu as une question à rajouter peut-être ou à poser ou un commentaire? Juste un petit commentaire par rapport aux nombreuses questions. Donc, c'est chouette, le sujet fait débat qui arrive.
Comment est-ce que tu veux qu'on fasse, qu'on y réponde au fil de l'eau, qu'on les Non, non, prenne? si, mais exactement. Effectivement, bon, et c'est pas tout à fait une surprise, mais le sujet de la transparence et du non-anonymat est clairement un peu ouais, c'est un peu le carburant, on va dire, de cette transformation et ce qui est aussi, voilà. Mais j'aimerais bien que tu donnes ton opinion un peu de psychologue ou de coach par rapport à ce choix-là. Alors, mais on va répondre à une des questions qui a été notamment posée par Bérangère qui dit comment libérer la parole via la levée de l'anonymat dans un contexte où la confiance est difficile. Parce que c'est vrai que Laetitia, vous avez un contexte particulier où à la base, une des valeurs, c'est la transparence. Donc, le pitch et tout ce qui accompagne cette transparence est intuitif, entre guillemets, dans votre contexte. Maintenant, concrètement, il y a plein d'autres entreprises ou organisations où c'est pas du tout la même chose. Et donc, ce qu'on est en train de dire là, c'est pas qu'il faut absolument faire de l'anonymat ou lever l'anonymat. Hein. C'est en fonction de votre contexte à vous et de ce qui va faire sens et ce qui va faciliter le changement, prenez la bonne approche. Donc, évidemment, si vous savez qu'il y a un très fort historique entre les collaborateurs et le management, beaucoup de critiques, peut-être que ça simplifiera les choses de garder l'anonymat au moins au début pour ensuite faciliter le changement. Et donc là, il y avait, est-ce qu'il y a des exemples de pratiques qui aident à augmenter la confiance? Je vais vous laisser vous exprimer, David et Laetitia, là-dessus, mais moi, évidemment, si j'étais moi-même, et je l'ai été, collaborateur, ce qui va m'inspirer la confiance, c'est d'avoir un comité de direction qui se prend au jeu et qui partage les feedbacks et les axes d'amélioration qu'ils ont perçus, eux, à leur niveau, ce qui, quelque part, crée cette réalité. Donc, c'est possible, en fait, de dire qu'on a aussi des axes d'amélioration, qu'on soit le PDG ou manager de proximité. Et donc ça, moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qui participe à créer la confiance. Laetitia? Je suis plutôt d'accord avec ce que tu as dit, Théo, et je pense que l'exemplarité est très importante. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que, par exemple, si je prends un membre du COMEX, par exemple, si je prends le DRH Group, c'est un membre du COMEX, mais c'est aussi un manager, et avant d'être manager, c'est un collaborateur. Et c'est un peu justement dans ces nouvelles pratiques, essayer de mettre tout le monde au même niveau. Donc sortir un peu de quelque chose de très hiérarchique. Il y a le COMEX, il y a le top management, il y a les managers intermédiaires, il y a les collaborateurs. Non. Partir vraiment sur, en fait, nous sommes tous les collaborateurs de l'entreprise et comment, en tant que collaborateur, on peut faire en sorte d'améliorer ensemble l'expérience collaborateur. Et donc, ça passe par l'amélioration de la relation entre le manager et son collaborateur, quel que soit son niveau de l'entreprise. Et à partir du moment où, effectivement, par exemple, nous, on a organisé des réunions en amphi avec les collaborateurs du siège. Et sur ces réunions, on leur a présenté les résultats consolidés direction par direction. Et dans les directions, on a inclus également les résultats du COMEX. Et, pour être transparente avec vous, les collaborateurs ont vu que, non, le COMEX n'avait pas 10 sur 10. Qu'il y avait même d'ailleurs certaines directions où les pratiques managériales étaient mieux notées que le COMEX. Et donc, ça crée de la confiance parce qu'on montre aux collaborateurs que oui, il y a de la transparence et même au niveau du COMEX, il y a des axes d'amélioration et on peut parler de ce genre de sujet. Et donc, c'est des petites choses comme ça qui mettent en place cette relation de confiance. Et une chose aussi qui est très importante, c'est d'être en cohérence avec les autres processus. On ne peut pas, d'une part, lancer des sondages sur les pratiques managériales et d'autre part, rester sur, par exemple, des processus d'entretien annuel, des processus de formation, des processus de révision salariale qui sont très figés et très opaques. Donc, ça fait qu'on a également refondu nos autres processus RH, notamment nos processus d'entretien annuel, de management de la performance, de suivi des objectifs, de récolte des besoins de formation, pour que ça soit vraiment un cercle vertueux et pour vraiment faire un lien entre toutes les actions qu'on peut faire.
Mmh. Et c'est vrai qu'on le sait tous, hein, la confiance ne se décrète pas, hein, elle s'acquiert. Et vous avez donné des ingrédients et on le voit, hein, c'est des ingrédients qui se construisent avec le temps. Et avec des différences, mais il faut un socle commun, un cadre, comme tu dis, cohérent, homogène, enfin en tout cas qui va dans le même sens, où il n'y a pas de grosses dissonances ou d'injonctions paradoxales en disant je me souviens d'un client qui avait une culture d'entreprise, je ne citerai pas, ça fait longtemps, il y a prescription, mais il avait mis en gros goût du risque responsable. Et donc il y avait, c'était dans une banque, et donc il y avait beaucoup de pression sur la responsabilité. Et en fait, le goût du risque, il était pas vrai. Donc il y avait une espèce d'injonction paradoxale affichée. C'était difficile de sortir de ça. Et vous avez entre guillemets fait les choses plus simples en les rendant plus claires, plus lisibles. Un élément de réponse, et c'est pas notre contribution à nous avec le côté boîte à outils. Dans Zest, vous avez le choix entre 3 modes d'anonymat. Et vous pouvez le faire selon les sondages ou dynamiquement dans le temps, comme l'évoquait Théodore. Vous pouvez commencer avec un sondage complètement anonymisé. Donc tout le monde sera anonyme. Ça peut être un début si votre culture d'entreprise est encore un peu loin par rapport à ça. Et puis vous allez pouvoir aller jusqu'à une cible, parce que je pense personnellement, c'est ma conviction personnelle, que la cible, c'est qu'effectivement la libération de la parole soit une réalité, qu'on ait suffisamment confiance pour pouvoir partager ses opinions. Comme tu l'as dit, Laetitia, constructive. Voilà, c'est pas règlement de compte à OK Choral, mais elles permettent d'améliorer. Et puis, chemin faisant, vous pouvez décider de laisser le choix au collaborateur. Il pourra choisir anonymat ou pas anonymat. Et ça, de plus en plus d'entreprises l'utilisent pour pouvoir bouger les lignes par rapport à un état de fait, un point de départ qui est effectivement anonymat pour protéger tout le monde. Voilà. Et donc, on sait que ça a quelques inconvénients aussi. Donc, c'était un sujet très intéressant. Je regarde s'il y a d'autres questions sur ce point-là. J'en vois pas tout de suite. Oui, alors tu l'as dit, Laetitia. D'ailleurs, quand tu l'as présenté, tu as pas dit reproche ou sur les feedbacks négatifs. Tu as dit, je sais plus quand tu l'as dit, point d'amélioration Oui, ou voilà, constructif. Voilà, exactement. Et ça, c'est dans le feedback, on sait tous qu'il y a faire un travail sur comment on reçoit un feedback, mais il est vrai aussi qu'il y a une responsabilité sur celui qui donne du feedback et donc de la manière dont on fait. Et donc peut-être tu peux parler de ça, comment vous avez traité ce côté risque de règlement de compte à OK Choral avec des choses très négatives, uniquement négatives, voire polémiques. On a beaucoup sensibilisé les collaborateurs à donner du feedback. Effectivement, il ne suffit pas juste, surtout qu'en plus là, c'est à l'écrit et c'est notamment des notes qu'on met. Donc, au-delà des notes et au-delà de l'outil, on a expliqué que rien ne vaut justement l'échange, la discussion entre manager et son collaborateur. L'outil est là pour supporter un process, pour aider, pour faciliter, pour digitaliser, mais ne remplace pas la relation humaine et les échanges au quotidien. Après, le feedback, culturellement déjà, en France, on n'est pas forcément très friand de cette culture du feedback, si on compare par exemple aux anglo-saxons, aux américains, des choses comme ça. Donc, il a fallu bien sûr accompagner les collaborateurs et les sensibiliser à la culture du feedback, en leur expliquant qu'est-ce qu'un feedback, en leur donnant des exemples concrets, comment dire les choses, comment justement ne pas rentrer dans ce côté où on va tout de suite faire des reproches, parce que à partir du moment où on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il vaut mieux le dire. Ça, c'est valable aussi bien dans la vie professionnelle que dans la vie privée, personnelle, etc. Mais il y a une façon de dire les choses. Expliquer pourquoi ça ne va pas, expliquer quel est le ressenti vis-à-vis de soi et potentiellement également donner des pistes d'amélioration. Et ça, c'est des choses aussi qui se font en commun. C'est-à-dire qu'une fois que les résultats ont été sortis, on n'a pas demandé aux managers dans leur bureau de réfléchir à un plan d'action à présenter aux collaborateurs et basta. Non, on les a encouragés à réfléchir en équipe au plan d'action. Parce que si je suis collaborateur et que je estime, par exemple, que mon manager ne me donne pas assez de vision sur la feuille de route de l'équipe, c'est un feedback que je vais lui faire, un feedback constructif. Mais derrière, il faut aussi qu'on réfléchisse ensemble avec le manager et avec les autres membres de l'équipe
à comment faire en sorte que la feuille de route soit le mieux partagée. Et à partir de là, ça implique tout le monde. On n'est pas sur du règlement de compte. On est vraiment sur comment faire en sorte que ça améliore les choses pour moi collaborateur, mais aussi pour moi manager. Donc, c'est un objectif qui est commun. Et à partir du moment où on a un objectif commun, naturellement, on se rend compte qu'il y a de la bienveillance et qu'on ne rentre pas justement dans des petites guéguerres d'ego ou dans juste de la confrontation. Ouais, donc il y a ce côté recherche d'un équilibre gagnant-gagnant en fait. Hein, c'est plutôt que perdant-perdant. Et c'est vrai que dans les sondages anonymat, il peut y avoir un côté défouloir puisque on a une espèce de protection d'anonymat et voilà. Donc il y a aussi des effets biais contre éventuellement productifs dans le cas d'un sondage anonymat, de full anonymat. Donc les choses sont pas aussi distinctes que ça. Il faut pouvoir trouver effectivement sa voie. Et comme tu l'as très bien dit, finalement, c'est dans la manière de traiter non pas le sondage, mais de traiter cette dynamique de conversation, de progrès plus global. Théo, tu veux rajouter quelque chose ? Une question en fait pour Laetitia. Tu disais qu'il y avait un certain nombre d'appréhensions et on comprend bien pourquoi dans ce changement de dynamique. Et est-ce que vous avez identifié à la fin différents types de managers dans la manière de percevoir les feedbacks? Qu'est-ce que vous avez découvert comme résultat factuel à la fin? Bien sûr. Et il y avait une question, Laetitia, juste peut-être rebondir sur ça. Il y avait une question sur les formations et l'accompagnement des managers. Est-ce que du coup, on va dire posture ou réaction différente ou profil différent, est-ce que vous avez fait des accompagnements un peu différenciés? Enfin, comment vous avez traité peut-être l'échange de bonnes pratiques entre eux, voilà, les retours d'expérience. Merci. Alors déjà, pour répondre à la question, effectivement, on a des profils de managers différents. Si on était même allé plus loin, on aurait même pu créer des personas de managers avec un peu des types de managers en fonction de leurs réactions, etc. Je pense que le plus important, c'est déjà de bien connaître sa population. Donc, on s'est beaucoup appuyé sur les équipes RH opérationnelles locales qui connaissent très bien les managers. Et pour mettre tout ça en place, il faut justement connaître ces équipes et connaître ces managers. Il y a une bonne relation de confiance aussi entre les managers et les RH. Donc, naturellement, en fait, les managers sont venus à nos bureaux et on a pu voir en live les réactions. Certains managers, tout de suite, trouvent ça génial. C'est quelque chose de base qu'ils faisaient déjà, donc recueillir le feedback de leurs collaborateurs hors outil. Et là, ils se disent, c'est une façon d'embarquer tout le monde, de digitaliser les choses. Et en plus, on leur donne des boîtes à outils clés en main. Donc, c'est super. C'est le plus souvent ce type de manager. C'est des managers qui, de base, ont déjà une forte conscience de tout ce qui est lié au développement personnel et qui, au-delà de leur pratique managériale en entreprise, dans leur vie, par exemple, personnelle, sont très enclins au développement personnel. Ensuite, on a des managers qui, au début, étaient un peu, frileux, ont vu les résultats et se sont dit, de toute façon, il y a des points forts. Donc ça, c'est bien de le savoir puisque c'est aussi de la reconnaissance. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de feedback constructif, etc. Mais il ne faut pas oublier, et c'est d'ailleurs la majorité des feedbacks qui ont été faits, tous ces feedbacks positifs qui ont été faits par les collaborateurs et justement cette reconnaissance du manager vis-à-vis de son équipe. Et ça, c'est hyper important puisque il faut aussi que les managers soient motivés et qu'ils comprennent leur impact dans l'entreprise et leur rôle en tant que manager. Après, forcément, on a eu aussi, par exemple, des managers qui avaient du mal à recevoir ce feedback, qui ne s'attendaient pas du tout à ces résultats, mais qui, en même temps, ne s'étaient jamais posé la question sur leur pratique managériale. Et ces managers, on a pu les identifier et les accompagner en proximité. Donc, quand je parle d'accompagnement en proximité, c'est des échanges en one-to-one avec les RH. C'est potentiellement des parcours de formation spécifiques qui vont au-delà du parcours managérial qui est proposé et ça peut aller même jusqu'au coaching individualisé.
Intéressant. Et tout côté Théo, dans ce genre de situation où on voit qu'il y a, c'est un peu le manager qui se met à nu entre guillemets, hein, et souvent il est un peu positionné sur un piédestal dans certaines organisations. On peut pas trop le critiquer, on peut pas trop mesurer sa performance, comme l'a très bien dit Laetitia, en tant que manager autrement que par les résultats opérationnels de l'équipe. Alors que là, on crée une espèce d'indicateur de performance managériale qui est lié à la perception de ses premiers utilisateurs, on va dire ça comme ça. Comment toi tu vois des bons dispositifs, des bonnes pratiques pour faire cet accompagnement à la fois collectif et individuel, comme l'a évoqué déjà Laetitia? Alors, j'ai entendu le mot coaching. Évidemment, je suis pas le plus objectif pour faire la promotion de cette approche-là, mais ça me semble nécessaire, hein. Je pense que la démarche collective, les ateliers avec les managers ou avec leur équipe pour définir les plans d'action est très bien, mais à un moment donné, il faut prendre en compte aussi la singularité du manager avec une approche que nous, on a appelée le coaching augmenté, donc qui s'appuie sur de la data et non pas l'objectif que le manager se serait fixé auparavant ou que le N+1 du manager aurait défini pour faire évoluer sa posture de manière objective et donc accompagner le manager à accueillir les feedbacks, mais aussi à pouvoir faire la restitution auprès des équipes sur la base de la donnée et après mettre en musique ces changements et mesurer l'impact de manière continue. Donc là, on se différencie vraiment des approches classiques d'évaluation à 360, mais de pouvoir vraiment mesurer au fil de l'eau l'adaptation de cette posture managériale, comment elle va impacter la perception des collaborateurs. Donc, je pense que c'est important aussi pour le manager et pour l'équipe RH qui accompagne les managers d'arriver à expliquer que c'est une posture qui ne va pas s'enclencher du jour au lendemain et que c'est un travail collectif pour arriver à atteindre un objectif d'une meilleure expérience. Et ça, ce que je viens de dire de manière individuelle peut tout à fait se mettre en place avec un coaching augmenté collectif où en fait on va s'appuyer sur les résultats ou des axes d'amélioration qui sont partagés au sein des managers d'un département ou d'une entité et co-définir des use cases qui vont les aider entre eux à mieux appréhender des situations types pour progresser dans leur posture. Ça, c'est un peu les fondations pour la communauté de managers. Et puis, je pense qu'il y a aussi un lien à faire entre les dimensions qui sont attendues dans la nouvelle culture managériale ou dans les valeurs avec les systèmes d'évaluation de la performance. Et on ne peut pas avoir deux mondes, pour moi, d'un côté, le monde de l'évaluation de ce que fait le manager ou de ce que l'équipe atteint d'un point de vue business, et puis le monde de la culture et de l'alignement avec ses valeurs. Et je pense qu'à un certain moment, il y a un pont à faire entre les deux et de proposer des parcours de développement. Donc là, tu en as un peu parlé, mais je pense que c'est une question qui a l'air d'intéresser notre public. C'est quel type de parcours tu vas proposer. Alors, il y a les formations, évidemment, à du parcours de formation en leadership. Moi, en tout cas, je trouve que ça permet d'incarner davantage cette posture-là et de promouvoir aussi des personnes qui n'ont pas forcément le statut ou la place dans leur organisation, mais quelque part d'avoir un système d'ascenseur social qui soit lié à l'alignement des valeurs de la personne, qu'elle soit là depuis 2 ans dans l'organisation, depuis 18 ans, et de pouvoir aussi identifier des potentiels managers pour demain. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment un aspect important au travers du coaching augmenté et également en liant toute cette démarche-là avec la performance à un certain point. Peut-être pas directement, mais d'ailleurs, peut-être que vous avez fait ça à un moment donné, adapter vos entretiens annuels ou autres. Totalement, c'est exactement ce qu'on a fait. On a totalement refondu notre processus d'entretien annuel. Sur la partie objectif, on a un petit peu décoléré du formulaire d'entretien annuel classique pour vraiment avoir un suivi des objectifs au fil de l'eau. On n'a pas besoin d'attendre la fin de l'année ou le début de l'année, l'entretien annuel en face à face pour pouvoir parler des objectifs, pour pouvoir les apprécier, les faire évoluer. On est vraiment maintenant passé d'une démarche un peu figée dans le temps et passéiste à une démarche qui est plus proactive et qui se fait plus en continu. Pour que l'entretien annuel, justement, soit plus focalisé sur l'échange,
sur Mmh. comment te sens-tu dans ta fonction, sur le bilan de l'année, aussi bien côté manager que collaborateur, sur faire le point, par exemple, sur son savoir-être, son savoir-faire, ses soft skills. C'est ce que tu disais tout à l'heure qui est très intéressant, c'est cette expérience collaborateur au sens très large, hein, l'expérience manager incluse, hein, puisque tout le monde est collaborateur, comme tu le rappelais, genre, justement. Eh bien, voilà, ça fait partie voilà, des totems aussi qu'il faut faire bouger pour que l'ensemble soit, qu'il y ait une congruence, comme quelqu'un l'a dit, d'ensemble, et que ça soit un écosystème qui soit favorable, en fait. C'est ce que vous êtes un peu des architectes, on va dire, un peu d'intérieur de la boîte, pour faire en sorte que les choses s'emboîtent bien, soient cohérentes et qu'il y ait des choses qui facilitent un peu en fonction de ses besoins, de sa situation. Et c'est assez remarquable de le voir ensemble. Est-ce que vous avez déjà vu des résultats par rapport à cette transformation? Comment vous l'appréciez, voilà, de votre côté? Alors, bien sûr, on a déjà vu des résultats. Une chose qui est très importante, c'est de faire vivre ce processus dans le temps. Quand j'ai parlé d'audit de pratique managériale, c'est le départ, mais de façon régulière, on mesure l'engagement et les leviers de motivation des collaborateurs. Et ça a été aussi co-construit avec eux. Dans la plateforme Zest, on a l'engagomètre et les leviers de motivation. Donc je le montre comme ça permet d'avoir quelques écrans qui concrétisent la chose. Vas-y. Et on a interrogé nos collaborateurs sur la fréquence à laquelle ils souhaitaient justement recevoir ces différentes enquêtes. Et finalement, on a décidé ensemble de le faire de façon semestrielle. Donc, environ tous les 6 mois, tous les collaborateurs reçoivent une enquête d'engagement et de levier de motivation. Et surtout, c'est quelque chose qu'on suit dans le temps et on peut suivre les évolutions justement d'une campagne à une autre. Et ça, c'est important. Il ne faut pas se dire qu'on fait un sondage une fois à un moment T et qu'après, on ne revient pas dessus. Parce que les choses, elles évoluent aussi dans le temps. Et plus on place justement cette régularité et plus on développe la culture du feedback. Donc, ça, c'est important et ça permet justement de voir après des résultats complets. Déjà, on les voit dans les résultats puisqu'on peut suivre les courbes d'évolution. Donc, on voit par exemple que des axes d'amélioration qui avaient été remontés 2 campagnes auparavant, là, sont passés avec des notes un peu plus supérieures et donc il y a eu un effort qui a été fait. Il y a eu un travail et on peut justement le monitorer via la plateforme. Et après, on voit aussi dans nos organisations, au-delà de l'outil, les bénéfices de cette mise en place, puisqu'on voit que ça a permis d'avoir un dialogue franc entre managers et collaborateurs. Les bénéfices, ça peut être, par exemple, des équipes plus engagées, des équipes plus motivées, mais ça peut être également aussi désamorcer en amont des situations de tension, anticiper potentiellement des RPS, des risques psychosociaux, et anticiper également aussi des départs, faire des modifications au niveau des organisations, déclencher des mobilités. Il y a énormément en fait d'actions différentes qui découlent justement de cette amélioration de l'expérience collaborateur qui se fait dans le temps. Ce qui est intéressant à compléter peut-être pour que le public, enfin l'audience l'appréhende, c'est que ce questionnaire d'engagement, il comprend un axe relation avec son manager qui va être justement le moteur, on va dire, de cette posture coach, on va dire inversée, on va dire, où c'est le feedback qui va aider le manager de ses propres collaborateurs, qui va aider sa s'améliorer. Mais il y a aussi d'autres axes comme la relation avec les collègues, les conditions de travail, enfin voilà, qui est l'alignement avec l'organisation dans son ensemble, dans l'entreprise. Et donc, c'est le développement des carrières, par exemple, qui sont des sujets importants aussi pour la relation avec le collaborateur et son expérience globalement. Et donc ça, c'est plus des chantiers aussi qui vous concernent, en fait, en premier chef, que vous avez aussi engagé grâce à ce monitoring qui a été fait. Bien sûr. Et puis de tout cela, comme tu disais, David, c'est large. On ne parle pas que de la relation avec le manager, on parle de tout un tas de sujets. Dans les leviers de motivation, on a également divers leviers qui peuvent être choisis par les collaborateurs. Donc, en découle de tout ça des plans d'action managériaux qui des fois sont au niveau de l'équipe ou voire même au niveau de l'individu. En découle également des plans d'action individuels parce que le collaborateur, lui aussi, du coup, se remet en question.
et remet en question un peu son positionnement et son expérience collaborateur. Il y a des plans d'action d'entreprise aussi, donc beaucoup plus large, niveau COMEX qui en découle. Et il y a également des plans d'action RH. Pour donner un exemple concret, lors des différentes enquêtes d'engagement et de levier et motivation, on s'est rendu compte que la formation était un axe qui n'était pas très bien noté. Et grâce au feedback des collaborateurs, qu'on a creusé pour savoir qu'est-ce qu'ils attendaient de nous vis-à-vis de la formation, ils trouvaient justement que notre processus de formation était trop long, puisqu'on faisait une campagne de récolte des besoins de formation une fois par an, classique. Une fois qu'on avait tous les besoins, ils étaient arbitrés par les RH et le service formation en fonction de l'enveloppe budgétaire. Et ensuite, on mettait en place un plan de formation dont découlaient justement les différentes actions de formation. Mais entre le moment où le collaborateur avait émis son besoin lors de la campagne et le moment où il avait une réponse à son besoin, il peut très facilement se passer 1 an, voire 1 an et demi. Et justement, grâce à ces enquêtes d'engagement et leviers de motivation, ça nous a permis de mettre le doigt sur quelque chose et on a totalement changé notre processus de récolte des besoins. On ne fait plus du tout de plan annuel, on ne fait plus du tout de récolte des besoins annuels. On a ouvert pour que les collaborateurs puissent exprimer leurs besoins au fil de l'eau. Donc, à n'importe quel moment de l'année, si un collaborateur a un besoin de développer ses compétences, il peut l'exprimer. Déjà, ça le responsabilise et surtout, dans le processus d'arbitrage, on implique beaucoup plus le manager. Avant, c'était surtout la RH qui arbitrait et en fonction d'une enveloppe budgétaire. Maintenant, quand le collaborateur émet un besoin, c'est son manager d'abord qui en échange avec lui et qu'il prévalide ou pas. Donc, c'est un exemple de choses qui ont été mises en place au-delà de l'outil et qui ont eu un impact. Ouais, c'est cet écosystème qui sort, ce processus un peu macro qu'on a vu tout à l'heure, qui est vraiment important, quoi. C'est toutes les briques contribuent, on va dire, à ça, et il y en a pour tout le monde. Et ce qui est important effectivement à noter dans ce que tu viens de dire, c'est que c'est pas centré que sur le rôle de manager. C'est cette approche un peu écosystème. Le manager fait partie du tout. Il est un pivot. Il est vraiment important, et c'est valorisant pour lui aussi. C'est responsabilisant, mais c'est valorisant. Mais c'est pas que lui qu'on adresse, on va dire. Voilà, c'est cet ensemble de processus, y compris des choses qui sont liées à la direction générale, sur la stratégie, sur la communication, et pas uniquement sur le management opérationnel. Donc c'est vraiment intéressant. Est-ce que Théo, est-ce que tu as un petit enseignement, une petite remarque de conclusion avant de laisser la parole à Laetitia par rapport à ce témoignage de transformation de la culture d'entreprise? Et oui, tout à fait. Moi, je voudrais partager qu'il y a souvent beaucoup d'archétypes sur le secteur retail, qui est assez souvent perçu comme très masculin, parfois très rentre-dedans, avec peu de place pour l'émotion, la confiance ou le care. Et là, de ce qu'on perçoit dans ton témoignage, Laetitia, c'est assez différent dans votre contexte à vous. Donc, je trouve ça hyper porteur, en fait, à la fois dans le contexte actuel d'incertitude, est-ce que c'est vraiment le bon changement pour se lancer dans une transformation de culture ou pas? Est-ce que c'est business first et finalement la culture viendra plus tard parce qu'il faut quand même délivrer en ce moment? Et en fait, ce qu'on se dit, c'est que c'est un cercle vertueux. Il ne faut pas attendre spécialement longtemps pour y arriver. Il ne faut pas avoir une équipe de 100 personnes au RH pour arriver à impliquer ce changement. Il y avait une remarque de mon associé Julien Moulin qui disait « Est-ce que les RH sont davantage considérés comme des animateurs de communauté managériale finalement ?» Donc, on parle de la posture du management, mais d'une certaine manière, ce que vous avez fait, c'est aussi bouger votre posture dans l'organisation en tant que RH. Et il n'y a pas meilleure période qu'en ce moment, s'il faut bien trouver des aspects positifs dans la période, pour lancer cette dynamique-là et prendre une autre posture. Donc, moi, ce que je trouve chouette aussi, c'est que là, c'est très centré retail, mais tout ce que tu expliques, c'est applicable à n'importe quelle organisation qui aurait envie de faire bouger quelque chose et pris conscience que la posture old school du management très top-down et pas assez impliquante avec l'organisation globale et les collaborateurs. À partir du moment où il y a cette prise de conscience-là, je pense qu'il y a vraiment de la place pour réutiliser en fait des bonnes pratiques que vous avez mis en place. Laetitia,
un petit message, comment tu vois le futur, comment ou quel est un peu l'enseignement, enfin le conseil, tu sais, que tu pourrais souffler à l'oreille d'un père RH qui rêverait de faire un peu la même chose dans son organisation. Voilà. Est-ce que deux trois choses à partager avant qu'on conclue? Juste avant de conclure, pour répondre à une question sur la taille d'équipe minimum, à partir du moment où il y a un manager et un collaborateur, ça fait une équipe, donc avec 2 personnes. Oui, c'est vrai. Tu as raison de le rappeler. Et du coup, pour conclure, je dirais que en fait, l'expérience collaborateur va au-delà du rôle du manager, va au-delà de la position RH, au-delà de la position du COMEX. C'est vraiment une affaire de tous. Et le plus important, c'est d'impliquer tous les collaborateurs dans ce changement. Il ne faut pas que ce soit un sujet RH, il ne faut pas que ce soit un sujet managérial, il ne faut pas que ce soit un sujet du comité de direction, c'est un sujet d'entreprise, c'est un sujet collaboratif. C'est le plus important, justement. Et nous, on a vu qu'on a réussi à mettre tout ça en place parce que dès le départ, on a impliqué les collaborateurs, on a demandé des retours aux collaborateurs et on a co-construit ensemble ce processus. Et d'ailleurs, ce processus, on l'a appelé MyCL Experience parce que c'est une expérience commune à tous les collaborateurs du groupe Chantel. Et enfin, il y a ce côté humilité qu'on a évoqué tout à l'heure, mais il y a ce côté courage, on va dire, innovant même, parce que vous avez utilisé très tôt Zest par exemple, hein, donc vous avez digitalisé vraiment très tôt les choses, et il y a ce cocktail, on va dire, hein, et c'est ce côté écosystème que vous avez un peu embarqué, et c'est vrai qu'il y a ce côté chef d'orchestre de cette transformation qu'on a bien vu. Vous n'êtes pas les seuls à faire des choses, mais vous assurez que un peu toutes les pièces du dispositif, de ce grand processus que tu nous as présenté formidablement bien, et que je pense a donné plein de choses. En tout cas, les retours qu'on voit dans le chat le montrent. C'était très inspirant et très utile. Merci beaucoup encore Laetitia pour ce témoignage. Merci d'avoir présenté tout simplement avec beaucoup de transparence cette transformation. Merci Théo d'Or de nous être joint à nous et d'avoir apporté ton... aujourd'hui, Théo et Thomas. Bon, ça c'est les private jokes. Et voilà. Et voilà. Je remercie à tous ceux parce que vous êtes restés longtemps et donc et c'était, je pense, un bon signal de votre côté. Je vous invite à découvrir la transformation de Chantel au travers de l'expérience client, bien entendu. Voilà. Samedi. Exactement. N'oubliez pas qu'ils ouvrent samedi. Voilà. D'ailleurs, moi, j'ai profité de vos masques pendant une période. Donc voilà. Donc c'est vraiment formidable d'avoir des organisations en France qui ont ce courage et cette maturité, j'ai envie de dire presque, en termes de management, d'organisation, très humaine par définition. Merci à tous pour votre participation. Petit rappel, le 3 décembre à la même heure, 11h, il y aura Decathlon, une autre expérience retail, comme tu les aimes, Théodore, qui va apporter des choses différentes et complémentaires. On abordera en particulier comment le management se met un peu en action au niveau de magasins et donc sur des entités très opérationnelles. Donc on va quitter le siège pour aller dans les magasins et ça va être, je pense, assez passionnant aussi. Encore merci à tous les deux. Laetitia, pas tout particulièrement, et bien sûr à toute l'équipe Chantel, groupe de tout ce que vous faites et ce que vous avez fait et de ce que vous allez faire. Bravo encore. À très bientôt. Il y aura le live, il y aura le replay qui sera partagé aux participants si vous voulez revoir ça, bien entendu. Voilà. Et c'est comme on dit, il faut se dire au revoir. Donc au revoir, bon appétit et à très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Oh, on a un beau message. Chantel, c'est beau à porter et à écouter. Merci. Je pense que ça, c'est une belle quote pour ton intervention. Merci, Bérangère. Voilà, on va laisser... hop.